am a goddess, a glorious female warrior. Est-ce que t'es épilé? T'es pas épilé? Est-ce que t'as des copines? T'as pas de copines? Une grosse salopard. Grab him by the pussy. Alors là, tu dis non. T'as compris? Tu dis non. Welcome to womanhood. Bienvenue dans ce deuxième épisode des Pussies in the City. 2020 est une année sportive. Les prochains Jeux Olympiques se tiendront en effet à Tokyo cet été. Et oui, on aura l'occasion de voir des exploits sportifs dans différentes disciplines et d'aduler des championnes et des champions. Et pourtant, certaines athlètes seront privées de cette compétition, dont Caster Semenya, sans doute un cas que vous avez déjà entendu dans les médias. Oui, donc Caster Semenya est une sportive sud-africaine dont la discipline est le 800 mètres. Elle décroche le record du monde en 2009 à Berlin et c'est comme ça qu'elle se fait connaître du grand public et de manière internationale, notamment avec énormément de commentaires sur son apparence qui est considérée comme relativement masculine. Et C'est-à-dire oui, qu'elle est très grande, elle a peu de poitrine, elle a une mâchoire carrée et une musculature prononcée. Et donc on a vu dans les médias énormément de suspicions et de doutes sur le fait qu'elle serait réellement une femme. Mais c'est ça, en fait, en plus, comme c'est une athlète qui ne se dandine pas, qui n'a pas des comportements que l'on attend de la part des femmes, et qu'en plus, elle explose tous les records un peu à la Usain Bolt, forcément, ça doit être un homme. Voilà, on a un peu du mal à croire qu'une femme pourrait réellement battre tous ces records. Et donc, suite à ces nombreuses réactions... Déjà, sa famille a dû sortir son certificat de naissance pour prouver qu'elle était née femme. Et elle a dû faire les tests imposés par l'I2AF, la fédération d'athlétisme. Oui, donc des tests qui ont pour but de tester son niveau de testostérone. Donc, pour savoir s'il est éthique ou fair play de la faire concourir avec les femmes, puisqu'il est convenu qu'un niveau de testostérone dépassant un certain seuil ne permet des performances sportives hors normes. C'est ça, c'est au nom de l'équité dans le milieu sportif. Donc il vérifie un petit peu le taux de testostérone et il se fait en effet que Caster Semenya est une athlète hyper androgène, c'est-à-dire que c'est une femme qui produit naturellement un taux supérieur de testostérone, un taux supérieur à la moyenne. Donc depuis, il y a tout son dossier médical qui est révélé au grand public. Déjà de ce côté-là, ça pose beaucoup de questions, mais en termes purement de sa carrière sportive, on lui impose un traitement hormonal. En tout cas, on veut lui imposer un traitement hormonal qui vise à diminuer son taux de testostérone qu'elle produit naturellement. Et donc, tant qu'elle ne prend pas ce traitement, elle et les autres athlètes, évidemment, ça concerne toutes les athlètes hyperandrogènes, tant qu'elles ne descendent pas leur taux de testostérone via ce traitement hormonal, elles ne peuvent plus concourir dans leur discipline. Voilà, c'est ça. Donc, elle est complètement privée de compétition. Alors qu'on le rappelle, c'était vraiment une figure sportive très importante de ces dernières années. Et du coup, ça pose un peu la question non seulement du rôle de la testostérone dans les exploits sportifs, puisqu'on sait qu'effectivement, la testostérone a un effet significant dans les performances sportives quand elles sont attribuées à des femmes, avec notamment deux effets principaux, donc qui est que la masse musculaire est augmentée, et donc effectivement, la testostérone permet plus de puissance, et également un meilleur transport d'oxygène dans le sang, car il y a plus d'hémoglobine. Donc ces deux facteurs, ils ne sont pas forcément importants dans toutes les disciplines, mais ils ont effectivement un impact. Maintenant, il est important de rappeler que ce n'est pas le seul facteur important dans les performances sportives. Non, c'est clairement pas un facteur déterminant dans les performances sportives. Évidemment, ça aide beaucoup, avoir plus de masse musculaire, avoir une meilleure VO2 max, mais il faut savoir qu'une performance dépend d'une multiplication de facteurs, certains qui sont biologiques. Ce qu'il faut rappeler pour le cas, par exemple, de Caster Semenya, où c'est naturel, c'est un atout qu'elle a de manière naturelle, tout comme on pourrait parler de la taille de Teddy Riner ou de basketteurs dans la NBA et autres. Enfin, voilà, donc il y a ce côté-là. Puis il y a tous les facteurs extérieurs qui sont la nutrition, le sommeil, l'entraînement, les moyens aussi. Parce que voilà, il est complètement, je pense, irréaliste de dire que le sport est une méritocratie
et qu'on part tous sur des mêmes bases d'égalité, il y a forcément, et c'est ça aussi, c'est un milieu compétitif, donc à un moment donné, voilà, c'est ces petites différences, et chacun vient avec ses atouts et ses défauts. Tout à fait, vu qu'elle ne se dope pas, que Mhm. c'est vraiment des performances qui sont naturelles. On remarque donc que dans cette façon d'appréhender la testostérone se cache en fait énormément de rapports de pouvoir et en fait qu'il y a un regard totalement biaisé de la fédération sur ses performances sportives. Oui, et aussi je voulais ajouter que ce seuil est imposé uniquement aux disciplines de 400 à 1500 mètres. Ouais. Donc ce sont clairement les disciplines qui sont visées sont les disciplines où il y a des athlètes qui sont hyper androgènes, qui performent. Par exemple, dans le cas, donc dans les 800 mètres, le podium olympique de Rio est privé de compétition à cause de ça. Donc, Or, tu veux dire que les 3 dernières athlètes du podium de Rio sont toutes les 3 hyper androgènes, c'est ça. Tout Donc le toutes les podium. 3 privées de compétition pour Si les elles ne prochains prennent pas le traitement hormonal. Ouais, c'est dingue. Et donc, par exemple, il y a des disciplines comme le lancer du poids ou le saut en longueur, où la masse musculaire, le développement de la puissance et l'explosivité, où la testostérone, en fait, pourrait avoir beaucoup plus d'impact dans la performance pour ces disciplines spécifiques, mais qui ne sont pas concernées par le règlement. Et donc, quoi qu'il arrive, je veux dire que ce soit en saut ou n'importe quoi, ce règlement est une aberration à mon sens, mais encore plus là où on se rend compte que voilà, c'est pas non plus anodin de viser ces disciplines. Ouais, c'est ciblé. Et aussi, quand ça vise, moi je suis assez frappée quand tu me dis que ça vise tout le podium des précédents Jeux Olympiques, c'est quand même une volonté aussi d'effacer toute une partie des athlètes qui sont les plus performants au monde, quoi, d'une certaine manière. Oui, et cette question ne se pose pas pour les athlètes masculins. C'est-à-dire C'est ça que Usain Bolt, quand il dépassait tout le monde dans un 100 mètres et qu'il pouvait se retourner et lui faire coucou à la ligne d'arrivée, tout le monde disait que c'était un surhumain, un grand champion. Michael Phelps, par exemple, on compare beaucoup Caster Semenya à Michael Phelps parce que lui, il est connu pour avoir un taux de... il produit en fait moins d'acide lactique que la moyenne, de moitié. Et donc l'acide lactique aide à la récupération et permet de plus s'entraîner. Et donc là, est-ce qu'il y a des nageurs qui s'indignent et qui disent tant que Michael Phelps nage contre nous, voilà, on n'a aucune chance, il faut faire quelque chose, il faut lui donner des traitements pour réduire cet atout, c'est pas équitable. Et donc voilà, la question ne se pose même pas pour les hommes. Oui, et c'est vrai que dans les athlètes qui courent avec Caster Semenya, ou qui ont couru plutôt, il y a beaucoup d'images qui circulent de ces athlètes-là qui sortent justement de la course en étant complètement scandalisés, en râlant, en étant vraiment indignés du fait que Caster Semenya ait pu courir, puisque ça leur permet, elle considère vraiment ça comme une injustice et comme quelque chose de complètement anti-jeu, d'une certaine manière, alors que comme tu le dis, en fait, moi j'ai jamais vu d'image de nageurs qui en veulent à Michael Phelps, de fous. Donc ça donne aussi une certaine image de la compétition féminine qui serait vraiment basée sur la jalousie et en fait relativement pas constructive. Non, c'est sûr, et puis voilà, ça fait partie du sport. Malheureusement, si on est dans une génération avec un ovni, il faut l'accepter et essayer de s'entraîner plus pour tenter de s'améliorer, mais voilà, il y a rien à faire, ça fait partie du sport. Et donc, une dernière chose par rapport aux traitements qui sont imposés, c'est aussi... On impose des traitements à des personnes qui sont complètement saines physiquement. Tout à fait. C'est-à-dire qu'une prise d'hormones n'est jamais anodine. Et donc là, il est complètement aberrant de dire à des athlètes qui sont clean, qui ne prennent rien, de prendre quelque chose pour modifier justement leur taux hormonal, au lieu de plutôt se focaliser sur les athlètes qui prennent des substances. Tout à fait, et on voit que même d'un point de vue historique, du coup, c'est un certain regard qui est posé sur le corps de la femme sportive, qu'on retrouve du coup depuis 1946, où il a été mis en place un certificat médical devant prouver la féminité. Et donc vraiment ce contrôle de la féminité pour s'assurer que les femmes ne soient pas des hommes en réalité sportifs, il évolue au fil du temps, donc ça va de ce certificat médical à des examens gynécologiques,
à des tests chromosomiques. Et puis là maintenant, donc depuis 1999, on est plutôt dans des tests hormonaux, donc basés sur la testostérone, mais qui sont réservés à des cas douteux, entre guillemets. Alors qu'avant 1999, on était vraiment sur des contrôles systématiques des athlètes féminines. Donc, est-ce que... Et humiliant aussi, parce que... Tout à fait. Voilà, par exemple, le fait de devoir défiler à poil devant un groupe de gynécos. Et par ailleurs, l'impact aussi de ces révélations, c'est-à-dire que, par exemple, il y avait une athlète espagnole qui a clairement dit que quand on a révélé qu'elle avait des chromosomes masculins, dit masculin à l'époque, après en 3 ans ça a changé, mais en attendant, on lui a retiré ses médailles, on lui a retiré sa carrière, elle a perdu son fiancé, donc voilà, ça a un impact non seulement dans leur carrière sportive, mais dans leur vie aussi à l'extérieur. Tout à fait, c'est ce qui touche dans ton intimité, et en même temps qui est mis aux yeux de tout le monde dans les médias, et était considéré comme une bête de foire. En fait. Et donc maintenant, c'est seulement, comme tu disais, les cas suspicieux, donc ils choisissent arbitrairement quelques athlètes pour faire les tests. Et donc on remarque que clairement aussi dans le choix de ces contrôles, on remarque encore une fois des rapports de force, vu qu'il s'agit principalement d'athlètes africaines, indiennes, donc qui viennent de pays en voie de développement ou des pays pauvres. Voilà. Oui, voilà. En tout cas, ça touche principalement des athlètes qui sont non blanches. Et du coup qui n'ont pas forcément tous les outils ou informations pour déjà défendre leurs droits et prendre soin de leur santé, puisqu'on voit qu'il y a pas mal de contrôles hormonaux qui débouchent du coup sur des traitements hormonaux qui sont très lourds. Et qu'elles n'ont pas le choix en fait d'accepter à un moment donné, alors qu'Aster Semenya, comme c'est devenu vraiment une icône en Afrique du Sud, et je pense qu'elle a d'autres filets de secours que certaines n'ont pas, où il faut rappeler aussi que ce sont des pays où le sport peut être vraiment une porte de sortie, un moyen de nourrir sa famille, de se sortir d'une certaine misère. Et à partir du moment où on les empêche de concourir, voilà, elles n'ont plus qu'une obsession, c'est de pouvoir revenir à la compétition, parce que c'est vraiment leur gagne-pain. Et donc à ce moment-là, est-ce qu'on peut parler d'un véritable choix ? Donc on leur impose non seulement des hormones, mais ça va beaucoup plus loin, comme l'a démontré un reportage allemand qu'on joindra en lien, parce que je le recommande vraiment, moi. Tout à fait, très instructif sur l'affaire. Et on voit que ça va jusqu'à des opérations, des mutilations. Moi, c'est vrai que je me suis jamais vraiment intéressée aux affaires dans le sport, donc c'est un monde qui m'est totalement inconnu. Et j'ai vraiment été choquée de la violence qu'ont subi ces femmes, donc hyper androgènes. Aussi, je trouve ça scandaleux qu'on n'en entende pas beaucoup plus parler. Et voilà aussi comment est-ce que le système sportif, c'est-à-dire des fédérations qui sont quand même qui ont des reconnaissances vraiment publiques, qui ont des gages de respectabilité, puissent prendre des décisions aussi discriminatoires et qui ont un impact vraiment dans la chair de ces sportives, puisqu'on parle du coup dans le reportage des sportives qui ont été évincées de la compétition parce qu'elles ne souhaitaient pas prendre de traitements hormonaux, mais on parle surtout des athlètes qui se sont fait opérer de force et ou contre leur gré. Qui ont été l'objet d'une étude en plus. Qui ont été l'objet d'une étude d'un médecin français du coup qui travaille pour la fédération internationale d'athlétisme. Oui, avec le comité olympique international aussi. Voilà, donc c'est des institutions qui bénéficient d'un grand gage de respectabilité et de légitimité dans les médias, et je suis vraiment choquée des pratiques qui sont on parle pas d'une mafia cachée ou que sais-je, on parle de personnes qui touchent énormément d'argent également. Ouais, et alors, donc au début du reportage, on voit le témoignage du frère d'une indienne qui s'est suicidée, elle annonce, parce que déjà on en parlait un peu plus tôt de l'accompagnement psychologique, c'est-à-dire qu'on leur annonce dans des langues qu'elles ne maîtrisent pas spécialement les résultats des tests, et alors une jeune indienne espoir sportif qui, quand elle a entendu la nouvelle et qu'elle ne pouvait plus
concourir, a été se suicider dans le puits de son village. Ensuite, il y a 2 cas d'une athlète ougandaise, Annette Negeza, qui a subi une opération sans avoir vraiment été avertie. En fait, on lui a dit que c'était une injection, donc on lui a dit qu'elle allait avoir une injection, du coup, pour faire baisser ce taux d'hormones, vu qu'elle venait de recevoir la nouvelle qu'elle ne pouvait plus concourir. Voilà, c'était comme ça. Donc elle dit oui à cette injection. En réalité, elle est opérée. Et donc se réveille de l'opération et est renvoyée chez elle sans aucun suivi médical par après. Non, c'est ça. Et avec de lourdes conséquences par la suite, parce que donc ce qu'elle a subi, c'est ce qu'on appelle une gonadectomie, c'est-à-dire ablation des gonades masculines. En plus de ça, on leur fait une clitoridectomie, c'est-à-dire une ablation partielle du clitoris. Et là, la seule justification, c'est pour rendre les attributs plus féminins. Et une vaginoplastie, donc c'est quand même une opération assez lourde qui a des conséquences, parce que puisqu'on leur retire ces hormones, ont des conséquences sur leur psychologique. Il y a une athlète qui témoignait à visage caché, qui disait qu'elle n'arrivait plus à dormir, qu'elle était dépressive, qu'elle n'arrivait plus, que ses jambes étaient faibles. Qu'elle ne tenait plus toute une journée debout. Elle est victime d'ostéoporose, coup, puisqu'il y a eu vraiment un changement hormonal. Et qui demande un suivi qu'elles n'ont même pas reçu, parce que voilà, les médecins se contentent de les opérer, et après il n'y a plus aucun suivi, et ça devient en fait des athlètes qui ne performent plus, comme d'autres, et qui sont complètement détruites, aussi psychologiquement. Celle qui témoignait par exemple anonymement avait peur des répercussions pour sa famille et pour elle dans sa ville. Et c'est terrible, parce qu'elle disait qu'elle aurait préféré mourir sur la table d'opération afin que les médecins soient poursuivis en justice, plutôt que de survivre et de devoir vivre dans ces conditions-là. On parle quand même de femmes qui étaient en pleine santé, elles n'avaient aucun souci avant, et ça a détruit leur vie. Elles n'ont même plus la perspective, parce que si l'athlétisme s'obstine à les discriminer, elles auraient pu envisager d'essayer d'essayer du foot ou d'autres disciplines, mais là, voilà, elles deviennent... c'est vraiment une atteinte à leur intégrité physique, à leur santé, et à leur vie de manière générale, dans tous les aspects de leur vie. D'ailleurs, les pensées suicidaires, c'est quelque chose qui rejoignait... les deux se rejoignaient sur ça, vu que l'athlète ougandaise en parle aussi dans le reportage. Donc on voit à quel point ça les a atteintes aussi. Mais ce qui est normal, ce qui est normal. Et puis... Tout à fait. C'est d'une barbarie incroyable, en fait. Ouais, honnêtement, je conseille vraiment ce reportage, parce que quand on a commencé à s'intéresser au cas de Caster Semenya, on était très indignés, et plus on va dans les détails, forcément, plus on sursaute. Mais là, ça a été l'effet complètement inverse. En voyant ce reportage, moi, en tout cas, je me suis sentie vraiment plombée, parce que on passe vraiment de l'absurde au criminel. Parce que pour moi, ces personnes-là sont des criminels et qui mériteraient d'être derrière des barreaux. Les athlètes, j'espère qu'elles vont pouvoir aller en justice et demander de gros dommages et intérêts. Oui, et qu'on puisse, que ces pratiques puissent être reconnues comme discriminantes et juste indignes. Ce qui d'ailleurs, dans le reportage aussi, ils en parlent, c'est les droits de l'homme qui ont épinglé du coup la pratique comme étant tout à fait discriminatoire. Et on espère vraiment que dans le plus tôt possible, ces pratiques soient complètement inexistantes. Vu qu'elles n'existent pas, on le rappelle, pour les catégories hommes. Donc c'est qu'il y a vraiment un problème de perception du genre féminin et dans les compétitions dans les compétitions sportives. Voilà, donc on espère que d'ici Tokyo, peut-être que certaines choses changeront. On va tenir ça à l'œil. Et qu'on aura l'occasion de voir toutes les femmes s'exprimer dans leurs différentes disciplines. Et affaire à suivre. Oui, tout à fait. On vous invite aussi à partager l'information le plus possible autour de vous, puisqu'il s'agit de causes qui concernent en réalité toutes les femmes, puisque on parle quand même de femmes qui sont discriminées parce qu'elles sont des femmes. Et on va tenir ça à l'œil. Voilà, salut!
Une féminazie, c'est une femme qui s'épile juste le petit duvet de moustache sur ses côtés ici. On se laisse un beau carré au milieu. Tonight, I am a yes. I am a hell yes.